Alors je vais appeler pour cette dernière session avant la conclusion Mathieu Wendel, Wannes Codé-H, Sylvie Delatte et Vincent Fouchier. Ah bah il y a 5 chaises. C'est trop bien. Charge the people $1.50 just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Merci. On va évoquer les outils qui sont déjà disponibles. Les outils, les méthodes, on va parler de mesures aussi. Peut-être pas à l'échelle nationale et comme ça vient d'être précisé, ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, je pense pour tous les acteurs qui sont ici, mais plutôt à l'échelle des territoires, notamment quels sont les outils disponibles pour les stratégies bas carbone des territoires. Mathieu, tu animes pour France Ville Durable un groupe de travail avec l'ensemble des adhérents qui sont concernés par ces sujets, qui tentent de faire un peu le point sur les outils, les méthodes qui sont disponibles. Par ailleurs, tu représentes Efficacity, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été cité, qui est aussi un de nos membres et partenaires très actifs, qui a développé au cours de l'année passée, non, ça fait même pas un an, ou en tout cas tout un tas de nouveaux outils qui avaient été incubés pendant plusieurs années, sont d'ores et déjà disponibles, pas forcément très connus des collectivités. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la zapette, c'est moi, c'est ça? Voilà. Est-ce que je vois mes diapos? Non, c'est bon. J'ai qu'une seule diapo. Donc, effectivement, Efficacity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut dédié au développement et au co-développement d'outils de la décision des collectivités pour tout ce qui relève de la transition énergétique et bas carbone des villes et territoires. Donc ça c'est notre métier et nous avons effectivement développé un certain nombre d'outils logiciels notamment pour la planification énergétique et de l'aménagement bas carbone à l'échelle des quartiers, à l'échelle des opérations d'aménagement. Là, depuis un an, et je pense que c'est ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui, on est mandaté pour animer une démarche nationale, cette fois-ci plus à l'échelle des villes et EPCI, plus à l'échelle de la planification bas carbone, pour mettre au point une nouvelle méthode et une boîte à outils de référence pour outiller les différentes étapes, soit du volet atténuation d'un plan climat, soit d'un CCC, mais en tout cas un plan d'action à l'échelle d'un territoire pour atteindre cette neutralité carbone. Et pourquoi vous avez plein de logos derrière moi, c'est que nous avons réussi à fédérer tout l'ensemble d'acteurs, acteurs institutionnels de référence, acteurs de la donnée, fournisseurs d'outils et toute une task force, ce qu'on appelle la task force d'experts, pour travailler avec nous sur la mise au point de cette boîte à outils nationale. Je dis juste en 2 mots pourquoi on a engagé cette démarche. Ça a fait suite à un certain nombre de constats partagés entre ces différents acteurs, qu'il fallait, il y a de plus en plus d'outils en France qui nous aident à planifier, avec 2 grandes limites dans la boîte à outils actuelle. La première, c'est qu'il y a une vraie manque de cohérence, de lisibilité et d'articulation, d'interopérabilité des solutions, c'est-à-dire des outils, des référentiels, des indicateurs. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on change de dispositif, de projet, de plan, de bureau d'études, on change de méthode et on n'a pas les mêmes résultats. Donc il y a vraiment un travail de se coordonner entre porteurs d'outils pour travailler sur des méthodes communes. On pense qu'il faut un socle d'outils qui serait accessible à l'ensemble des territoires, à l'ensemble de leur AMO aussi. Et nous pensons qu'il y a besoin de travailler ensemble sur les grands défis, les grandes limites des outils actuels, dont un certain nombre ont été cités depuis hier et ce matin, qui sont tout ce qui relève, on va dire, à la déclinaison opérationnelle de ces grands objectifs qu'on s'est fixés. Et ça veut dire comment je fixe des objectifs opérationnels pour les différents publics qui sont cohérentes avec les objectifs climatiques qu'on voit dans les fameuses trajectoires ou Mondrian qui ont été à l'écran, comment je fixe des plans d'action qui sont atteignables et en même temps cohérents avec ces objectifs, comment est-ce que j'évalue l'impact des actions, comment est-ce qu'on estime les besoins de financement, de coûts, etc. Et comment est-ce qu'on pilote
la mise en œuvre et qu'on actualise régulièrement ces plans d'action avec tout un tas d'acteurs parce qu'on est sûrement sur des feuilles de route très, très transverses. Effectivement, notre groupe de travail qu'on co-anime avec France Vie Durable, c'est c'est un forum vraiment super chouette pour mettre en débat les orientations, les constats qu'on porte dans cette task force nationale, mais aussi de partage d'autres expériences de collectivité. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore assisté à ce travail, je vous incite. Et tout ce qu'on fait dans ce programme, on le fait en co-développement avec des collectivités pilotes. Donc là, on cherche activement des collectivités pilotes pour tester différentes solutions. Si dans le cadre de vos CCC, de vos PCET ou autres démarches, vous avez des besoins d'outillage, n'hésitez pas à me contacter, on pourra voir si on a des solutions pour vous accompagner. Merci beaucoup. Oanès Codéach, vous êtes directrice du service écologie urbaine de Dijon Métropole. Alors, quels sont les outils, les méthodes utilisées par la métropole ? Alors, du coup, là aujourd'hui, je propose de présenter Eusticalc. Eusticalc, c'est un projet qu'on réalise dans le cadre, voilà, c'est un projet européen qui est piloté par Energy Cities. Donc, Energy Cities nous a proposé de travailler avec eux sur cet outil en 2020, puisque c'est la date où on a été retenu, en 2020, pour réaliser notre trajectoire, pour co-construire la trajectoire vers la neutralité carbone à 2050, puisque c'est les objectifs qu'on s'était fixés, pour co-construire avec les acteurs du territoire cette trajectoire. Donc ça nous a intéressés parce qu'on travaillait pas mal sur les données déjà à l'époque. Et donc, du coup, on est engagé aux côtés de d'autres villes. Je vais juste citer un deuxième acteur important dans le cadre de ce projet qui est Climact, qui est celui qui réalise la plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Climact avait déjà réalisé une plateforme qui s'appelle EUCalc au niveau européen, donc qui permettait de réduire, de voir comment on pouvait réduire à l'échelle européenne des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, l'idée, c'était de l'adapter. Alors, je mets des guillemets à adapter parce que, en fait, c'est un peu repenser quand même l'outil pour les territoires et les collectivités locales. Donc, comme vous pouvez le voir, cet outil, pour pouvoir se construire, il va s'alimenter d'une part de données d'historique. Donc, les données, ça, on a des observatoires régionaux qui nous calculent nos données. On travaille avec eux, qui vont alimenter tout l'historique. Et puis après, on alimente aussi de beaucoup d'autres données de façon à mesurer l'impact des actions. Et ensuite, on a des spécificités qui peuvent être locales, régionales ou nationales. Comme c'est un outil européen, on intègre aussi les spécificités nationales. Et du coup, on arrive à travailler sur la construction d'une trajectoire. L'idée, c'était vraiment d'avoir une trajectoire chiffrée au bout du compte. Vous allez le voir. Donc, je propose de passer à la diapositive d'après. Donc, l'outil, il est en expérimentation. Alors, on le teste là. Nous, on va le tester au mois de novembre, à date, avec nos acteurs du territoire. Donc, on a rempli déjà tout l'historique. Et puis, comme vous pouvez le voir à l'écran, je me tourne parce que je n'ai pas de retour écran. Désolée. Vous avez sur la gauche la partie mesure et levier. Et donc, ces parties mesure et levier nous permettent de définir en fait des actions qu'on veut mettre en place avec une certaine ambition dans cette action. Et directement, on va pouvoir voir s'afficher sur le graphique la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez intéressant. Donc, on a d'un côté l'historique, de l'autre côté de la projection. C'est assez intéressant parce qu'on voit, en fonction de l'ambition qu'on met sur une action, son impact sur la trajectoire. Et donc, c'est aussi formateur pour montrer la difficulté d'atteindre les objectifs, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi formateur pour voir qu'on peut y arriver. Donc, je vais passer à la diapo suivante. La diapo suivante, elle montre donc qu'on peut, à un moment donné, par exemple, figer une trajectoire avec, donc, qui est sur la droite, figer une trajectoire qui est le scénario si on ne fait rien, on continue comme on est aujourd'hui. Et puis, à gauche, vous voyez qu'on a mis en place des actions qui a permis de réduire cette trajectoire.
Et vous pouvez le voir aussi en bas du slide, qu'on a toutes nos actions qui s'affichent avec les gains carbone. On peut avoir les gains carbone, les gains énergétiques et les coûts. Donc là, il n'y a que des zéros parce que c'était la diapo. Aujourd'hui, c'est à jour. Voilà. Donc on a les gains en euros. Et du coup, ça nous permet de voir un petit peu, quand on met des actions, combien ça coûte pour le territoire, rapidement, avec une estimation un petit peu grossière, et quelle réduction et vers où on va. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de l'outil. Nous, on le teste, donc, comme je le disais, au mois de novembre. Il sera prochainement ouvert à une quinzaine de villes françaises pour expérimenter la duplication et l'ouverture à d'autres villes françaises. Donc ça, c'est vers la fin de l'année. Avant d'être... c'est un outil libre de droit hein, qui sera à disposition de toutes les collectivités demain, toutes celles qui souhaitent l'utiliser. Et juste un petit mot pour finir. Au-delà de l'outil, le projet met en place aussi un dispositif d'accompagnement pour animer tout le travail sur la trajectoire avec les acteurs du territoire et propose des outils d'animation pour animer la plateforme avec les acteurs au niveau local. Voilà. Merci beaucoup, c'est limpide. Sylvie Delatte, tu es directrice des stratégies, des coopérations de l'Europe et de l'international à la communauté urbaine de Dunkerque, dont on a beaucoup parlé depuis 2 jours, alors à l'instar des 8 autres, hein, bien sûr. Mais ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y avait quand même un cas particulier à Dunkerque, en matière de planification, justement, puisque c'est quand même un hotspot de la réindustrialisation écologique de la France, qui va appeler à... en fait, à émettre un peu de gaz à effet de serre supplémentaire par rapport à un business as usual, hein, forcément, hein, il va falloir accueillir des nouveaux salariés, des nouveaux habitants, créer des nouveaux équipements, etc., etc. Donc, comment faire de la planification écologique dans un tel contexte ? Alors oui, merci de la question. Désolé. Donc effectivement, comme l'a dit donc Jean-François Montagne ce matin, oui, donc le territoire de Dunkerque fortement émetteur de gaz à effet de serre industriel, hein, 21% au niveau national. Donc il nous importe effectivement de bien comprendre les actions que nous mettons en œuvre et surtout à travers tous les dispositifs qui existent. Et c'est pour ça que nous travaillons actuellement avec Efficacity, sur la mise en place d'une plateforme de suivi-évaluation. Alors l'élément déclencheur, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on réponde au Climate City Contract. Mais à côté de ça, on a déjà plein d'autres projets. Et donc, il va falloir trouver de la cohérence à tout ça dans le suivi et l'évaluation de toutes ces démarches. Donc, c'est ce que on propose à travers donc, cette plateforme. Donc c'est surtout répondre à l'objectif d'une nécessité d'une approche transversale intégrée. Alors, on a là une illustration un peu des différentes obligations qui s'imposent à nous. C'est à la fois à travers de nombreuses démarches. Alors on a évidemment, je viens de le citer, le Climate City Contract auquel il va falloir qu'on réponde. On a évidemment la Convention des maires, on a le label Territoire engagé, transition écologique, on a le plan climat. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute l'énumération, mais je crois que beaucoup d'autres territoires connaissent ce foisonnement de dispositifs. On a aussi territoire d'innovation, hein, auquel Dunkerque avait répondu de par ce grand enjeu qu'est la décarbonation de l'industrie. Et puis, on a aussi, depuis quelque temps, un projet de territoire. Ici, on invente le monde de demain. Voilà, c'est l'image que vous avez, qui, là aussi, reprend. Alors, peut-être en écho à ce qui a été dit ce matin, on a beaucoup dit qu'il y a des approches un peu sectorielles. Là, il s'agit bien de retrouver toutes les valeurs. Alors, je ne sais pas s'il faut dire du développement durable. Il y a tout un débat sur la notion de développement. Mais en tout cas, à la fois, on parle beaucoup de décarbonation, d'enjeux du coup environnemental, de transition, mais c'est aussi toute la question de la justice sociale. Et puis pour nous, comme ça a été mentionné, comme nous apprêtons à accueillir de nombreuses industries, avec la création de 16 000 emplois, il y a vraiment un enjeu d'attractivité et faire en sorte que demain, on donne les services urbains nécessaires à l'accueil de ces nouveaux arrivants dans le respect de la neutralité climatique. Donc un vrai enjeu voilà, sur ce territoire.
Voilà, donc tout ça pour dire, on a toutes ces démarches engagées, multiplication donc des plans portés par la collectivité, un renforcement des exigences de reporting, et du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu le sens de notre action, un manque de lisibilité? Ça multiplie les moyens humains et financiers nécessaires pour suivre cette action et mesurer l'impact que ça peut avoir. Et puis, c'est surtout que, comme on évoquait ce matin, il va falloir embarquer tout le monde. Comment communiquer? C'est à la fois convaincre parce qu'il faut faire quelque chose, mais une fois qu'on s'y met, il va aussi s'agir de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça produit, et est-ce qu'on est bien sur la trajectoire qu'on s'est fixée, comme a pu l'évoquer Loannaise. Donc, d'où cette idée d'outils, de plateforme. Je sais pas, voilà, on est passé à la diapo suivante. Donc, il s'agit encore une fois de piloter le suivi et évaluation des plans de transition. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur une plateforme en ligne avec l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle va être ouverte à tous les partenaires impliqués, parce que là aussi, si on veut effectivement que ça fasse sens, tous, on doit y aller. Et du coup, il faut aussi partager les outils à partir desquels on va suivre, encore une fois, cette action. Et donc, c'est à la fois les partenaires extérieurs, au sein même de la collectivité, quelquefois. Tous les agents, il y a plusieurs services impliqués. Donc, il va falloir aussi travailler à la transversalité au sein de nos collectivités. Et donc, la plateforme doit pouvoir permettre d'adapter des tableaux de bord à tous les profils d'utilisateurs, parce qu'il va falloir la renseigner sur des données. Et là aussi, plus on partagera le fait de renseigner ces données, plus finalement on sera efficace et moins on sera chronophage pour y répondre. Et encore une fois, ce qui permettra un meilleur suivi de l'avancement de nos actions. Et comme je l'ai dit, du coup, ça nous fera gagner du temps et de l'efficacité. Donc, cette plateforme, elle se présente de manière très conviviale, et elle va pouvoir aussi nous permettre de travailler à la fois avec des entrées thématiques, à travers une approche aussi par action, parce que quelquefois on a des actions qu'on retrouve de plusieurs dispositifs, sachant encore une fois que chaque dispositif a généré son suivi évaluation. On peut avoir une approche par territoire, par acteur, enfin voilà, tout après est possible. Voilà, il suffit de bien questionner la plateforme pour avoir les informations que l'on souhaite. Autre élément que doit permettre cette plateforme, c'est la communication. Comme je l'ai dit, on se fixe des objectifs, on convainc tout le monde d'y aller, mais s'il n'y a pas un reporting et si on ne communique pas sur les effets que ça produit, on risque peut-être assez vite de lasser beaucoup de partenaires. Donc l'idée de cette plateforme, c'est aussi qu'on va pouvoir valoriser les actions emblématiques. Également, c'est une façon de reconnaître le rôle que jouent dans cette transformation, évidemment, les services, les collectivités, et aussi l'ensemble des partenaires. Et donc, quelque part, cette plateforme va aussi permettre une meilleure synergie entre les acteurs et vraiment un partage entre tous des effets produits par nos actions respectives. Avec toujours, bien sûr, cet aspect aussi communication vis-à-vis du citoyen, c'est aussi donner à voir ce que l'on fait. Ce matin, j'entendais la présidente de France Ville Durable qui disait, quelque part, on demande quelquefois à faire des efforts aux citoyens, mais finalement, quels sont les efforts que nous, on fait? Et il y a peut-être un déficit de communication aussi sur ce que l'on fait, nous, dans la communauté d'acteurs engagés autour des questions de transition. Alors, sur la méthode, là, le temps passe, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la plateforme, mais évidemment, on y reviendra, vous aurez la possibilité éventuellement de poser des questions et on y reviendra. En fait, la plateforme existait, elle a été développée par la Banque des Territoires, et donc évidemment en lien avec Efficacity, dans le cadre du dispositif La Ville de demain, Écocité, et c'était en 2018, et également dans le cadre de Territoires d'innovation en 2021.
Alors nous, à Dunkerque, on l'a testé et il est encore, on l'utilise encore bien évidemment aujourd'hui dans le cadre de territoires d'innovation. Donc voilà, dire que la plateforme qu'on propose, c'est une adaptation d'une plateforme qui a déjà fait ses preuves, pour lesquelles donc, on élargit le spectre des dispositifs pour lesquels on attend un suivi, une évaluation. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a donc un petit peu une idée de la forme que pourrait prendre cette plateforme élargie, mais ce qu'on souhaite, c'est entraîner également d'autres collectivités pour mieux répondre aux besoins et aussi que l'on mette à plat les contraintes et les besoins voilà, que cela suscite pour adapter cette plateforme. Et donc là aussi, donc on envisage encore des évolutions à venir pour mieux répondre aux besoins et notamment aussi en écho avec donc la task force dont a parlé Mathieu tout à l'heure. Et pour ce faire, donc là, je vous invite à tous ceux qui sont intéressés donc à nous rejoindre lors d'un atelier d'échange le 13 novembre à 15h par visio pour là aussi, si vous en étiez intéressés, si vous y étiez intéressés, échanger avec vous sur voilà, l'intérêt que ça peut présenter pour vous et éventuellement peut-être les besoins, de nouveaux besoins exprimés de manière à adapter et répondre encore une fois au plus près des préoccupations des futurs utilisateurs de cette plateforme. Merci beaucoup. Vincent Fouchier, vous êtes directeur prospective et conseil de développement de la métropole Aix-Marseille. Ce matin, on a eu les deux présentations des deux contextes territoriaux, justement, entre Dunkerque et Marseille. Alors, contexte différent, méthodes et outils différents, certainement. Vous pouvez nous en parler un peu ? Bien, bonjour, d'abord merci pour la proposition d'intervenir. En fait, j'ai beaucoup de points communs avec ce qui vient d'être dit et presque les mêmes mots-clés. C'est assez intéressant avec des contextes qui sont peut-être entre le nord et le sud, très loin, mais sur le fond assez proches parce que nous sommes deux territoires industriels et donc frappés par les mêmes enjeux et les mêmes complexités. Et je vais essayer, avec mes mots, peut-être de redire peut-être un peu les mêmes choses, mais sans doute avec une expérience différente, puisque notre territoire est évidemment quand même avec ses spécificités. D'abord, on a 2 millions d'habitants, ce qui est un gros morceau. On a 3000 km², ce qui est aussi un gros morceau. On a la ville de Marseille qui fait la moitié de la population, un peu moins, de la métropole. Et je vais essayer de décliner mon propos avec quelques mots-clés voilà, qui vont pointer ce qui, pour moi, donne les conditions de réussite de ce que l'on a à faire dans la période qui est la nôtre. Peut-être premier mot-clé, c'est le multiscalaire. C'est très dur de ne pas parler territoire. Et moi, le mot ville, j'ai du mal avec ce mot ville, pardon pour le nom de l'association, pardon. Vous avez vu qu'on a changé hier. J'ai vu, mais justement, c'était justement pour la même raison. C'était un très bon virage. Aucun sujet n'est périmétré à quelques d'ailleurs périmètres institutionnels qu'il soit. Donc il faut du multiscalaire. Or, on n'est pas très bon globalement en France dans le multiscalaire. On ne sait pas bien gérer ça. J'en veux pour preuve quelques illustrations. On va peut-être enfin avoir, et je remercie le GPE si on y arrive, un indicateur national qui descend jusque dans les territoires, mais il va s'arrêter à l'échelle des départements, j'ai entendu. Alors, il y a encore du chemin à faire, mais nous avons besoin d'objectifs qui déclinent des objectifs mondiaux, planétaires, qui descendent et percolent jusqu'au niveau local. On en a besoin. Il était temps qu'on en ait sur le CO2. Sur autre sujet qui va avec, parce que ces questions sont intimement liées, la consommation d'espace. Combien de temps a-t-il fallu, et encore on y est loin, pour avoir un indicateur partagé qui permette de dire au niveau national, on veut réduire la consommation d'espace. Mais ce n'est pas fichu de savoir combien on consomme, comment on consomme, c'est quoi ce qui est consommé. Et donc on a les mêmes sujets en fait, sur plein de grandes politiques publiques que l'État promeut à juste titre, mais dont on n'est pas outillé pour les décliner dans les territoires avec une mise en cohérence en lien objectif, moyen et territorialisation. Et ça, ces enjeux, ils sont colossaux. Et on les retrouve à notre échelle. Et il y a une autre notion, un mot-clé qui est la subsidiarité. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Il ne s'agit pas à l'État de nous dire dans le détail
comment on doit faire. Et c'est très bien si on a l'objectif et qu'ensuite on nous dit vous avez une panoplie de solutions. Nous, c'est pareil. Relation métropole-ville de Marseille, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais on essaie aussi de trouver les modes de relation qui donnent à chacun sa place et son rôle, mais avec des objectifs qui sont quantifiés. Donc le multiscalaire, il est fondamental, et sur notre territoire, l'échelle des métropoles est super intéressant. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur des grands territoires dans l'absolu, mais j'en ai découvert la vertu. C'est les bassins de vie, c'est la mise en cohérence, c'est déjà la vie des gens. C'est déjà comme ça. Et si on veut agir sur la mobilité à Marseille et sur l'impact carbone, il faut prendre en charge les déplacements qui sont les plus consommateurs. Et c'est les déplacements longs. Ces déplacements longs, c'est d'échelle métropolitaine. Voilà. Donc il y a un sujet de quels sont les objectifs, quels sont les moyens et qui les prend en charge. Donc ça, c'est le multiscalaire. L'autre mot-clé qui me vient à l'esprit que je voulais vous proposer, c'est la transversalité. Il a été dit à différents registres et à différents moments, mais il est absolument crucial. Et transversalité qui va croiser plusieurs types de transversalité. J'y mets un S à transversalité. Il y a la transversalité des sujets, la transversalité des solutions, la transversalité aussi des méthodes. Quelques illustrations et quelques outils, parce que c'est le sujet qui nous réunit. Parmi les réponses que nous avons apportées sur la décarbonation, et je crois d'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de cloison entre le sujet de décarbonation et le sujet des limites planétaires sur d'autres registres. Et ça, c'est absolument fondamental. On doit casser ces cloisons et ne pas penser d'un côté décarbonation et puis le lendemain, ah bah tiens, peut-être qu'il faut faire la végétalisation, tiens, peut-être qu'il faut limiter l'artificialisation des sols, etc. Et au niveau territorial, c'est notre boulot. Et ça nous induit, ça nous emmène vers des outils et des politiques publiques dont on doit maintenant garantir qu'elles vont servir tous ces objectifs à la fois. C'est très exigeant et c'est assez neuf. Alors nous, on a un peu de chance à la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est la contrepartie de notre malheur, c'est qu'on n'a pas eu de pensée planificatrice à l'échelle de la métropole historiquement. Donc c'est un problème parce qu'on en hérite les conséquences très lourdes. L'avantage, c'est que depuis 2016, on a fait tous les schémas stratégiques. On en a une trentaine sur tous les registres, avec un gros enjeu, c'est une partie de mon travail, c'est de mettre en cohérence toutes les politiques publiques, toutes les politiques stratégiques. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a changé d'échelle. Changement de paradigme complet. On est passé de 6 intercommunalités à une seule. Et ça ne pouvait pas être la simple addition des stratégies de chacun. Donc on a remis à plat tous les grands enjeux, toutes les politiques publiques, et la décarbonation est au cœur de tout ça. Parmi d'autres sujets, ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet absolument fondamental. Et cette transversalité, je vais prendre une illustration, je suis sûr que ça parlera à tout le monde. Pour atteindre l'objectif de décarbonation, il y a 2 paramètres super intéressants je viendrai sur l'industrie après. Le logement et la mobilité. Comment est-ce qu'on peut agir durablement là-dessus? Par l'urbanisme. Ici, il n'y a pas plus transversal que l'urbanisme. Et un des sujets majeurs, parce qu'on a le zéro artificialisation nette, c'est l'intensification urbaine. Et là, on a un défi national. On a trop parlé du ZAN, maintenant parlons d'intensification. Où sont les outils? Voilà. Où sont les moyens? Où sont les politiques publiques? Le ZAN, ça nous permet d'avoir un objectif, mais ça ne nous donne pas les clés de la solution. Et là, la transversalité va nous permettre, par l'intensification urbaine, d'agir à la fois sur la décarbonation, agir à la fois sur la sobriété en matériaux, agir à la fois sur, on l'espère, la transformation de nos espaces publics, de nos espaces urbains qui sont parfois trop denses, mais sur lesquels il va quand même falloir intensifier si on veut réduire l'impact de l'îlot de chaleur, si on veut désimperméabiliser, renaturer. On est devant un challenge où l'équation semble impossible, et pourtant, quand on est au niveau local, on n'a pas le choix, il faut résoudre cette équation. On ne peut pas dire « Ah oui, on sait qu'il y a des contradictions », j'entendais ce matin, « Oui, on sait que les lois elles posent des contradictions ». Mais quand on est au niveau local, qu'on est pris avec les habitants, les vrais gens, qu'on est pris par les juristes qui nous disent, ou les recours qui nous disent « Attention, vous n'avez pas respecté tel truc », là on rigole plus. C'est que on est obligé de répondre et de trouver la réponse à cette équation impossible, mais qui devient possible par le projet. Et le projet, ça c'est une autre notion que je veux mettre en avant. Le projet n'est pas un tableur Excel. On a déjà le tableur Excel sur le zéro artificialisation nette, on va avoir le tableur Excel sur le CO2, on en a besoin de ces tableurs. Mais à la fin des fins, il faut développer des projets. Et ça, c'est une autre notion, c'est une autre dimension de l'action territoriale. Et parfois, on a un peu de mal, finalement, à reparler projet. Et ça, il faut intéresser les gens. Il faut que les collectivités puissent
par les projets, mais il faut aussi qu'on embarque les gens et qu'on emmène notre population avec un nouveau récit. Et on le cherche, ce nouveau récit. On a besoin d'aller parler aux gens quand on va leur parler de décarbonation, des objectifs là, que le CGPE nous propose. Il va falloir traduire ça dans un nouveau récit imaginaire. Il faut embarquer. Ce n'est pas avec les chiffres qu'on va y réussir. Et là, on est très loin du compte. Donc nous, on essaye à notre modeste niveau, et parfois, ce n'est pas des nouveaux outils qu'il faut. Il y a un outil tout simple, qui pour nous, dans les intercommunalités, est super intéressant. Parfois, il est un peu méprisé, mais moi, je le porte, donc je trouve ça intéressant. C'est le conseil de développement. On a tous les acteurs. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour ça, mais pas la peine d'inventer 50 trucs. On les embarque avec nous. Et ils sont des générateurs de consensus, ils sont des diffuseurs aussi de nouvelles réflexions, et ils vont nous aider. Et on les a mis au boulot là-dessus, sur comment bâtir un nouveau récit, comment répondre à des actions qui vont impacter toutes ces politiques, climat, atténuation, adaptation, etc. Donc ça, c'est à infusion lente. Mais c'est des outils tout simples qui sont utiles. Et puis quelques pistes, puisque c'était aussi l'invitation qui nous était faite, sur des outils un peu nouveaux. On en a deux peut-être à mentionner ici, et qui sont sur le sujet de l'intensification que j'évoquais tout à l'heure. Le premier, c'est un outil qui est pour l'instant réservé à la sphère métropolitaine, avec les agences d'Urba, la métropole. On a appelé ça l'outil à la maille. Je l'ai importé, je l'ai adapté d'une politique que j'avais mise en place en Île-de-France au moment du schéma directeur de la région Île-de-France. Donc on a adapté cet outil-là, et il permet de croiser des données de toute nature pour, par exemple, savoir dans quel endroit dans la métropole on a des populations particulièrement pauvres, loin des transports en commun, et qui manquent d'espaces verts. C'est-à-dire qu'on peut combiner un diagnostic qui induit de la politique publique transversale. Alors c'est exploratoire, on a une centaine d'indicateurs, c'est assez pratique parce que ça permet le dialogue, mais c'est une illustration. Deuxième illustration, et j'en aurai fini, c'est la modélisation du territoire. Pas pour le suivi et l'évaluation, on a plein d'outils pour le suivi et l'évaluation, mais sur la projection, pour parler aux gens et pour parler aux élus en toute transparence et en mesurant les impacts. On va modéliser le territoire de la métropole avec une batterie d'indicateurs, avec du machine learning, à l'échelle quasi parcellaire ou de l'îlot, de manière à mesurer l'intensité d'usage du sol et de projeter l'évolution de l'intensité d'usage pour ensuite mesurer l'impact en CO2, en énergie. On va tenter de le mesurer en pouvoir d'achat. C'est fragile, mais on est en R&D, on se permet, et en niveau de végétalisation. Tout ça pour se dire à quel endroit il va être pertinent et dans quelles conditions de faire de l'intensification d'usage. Là, on est dans le R&D, rendez-vous dans plusieurs semaines ou mois pour voir si ça marche, mais on va tenter. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'était très éclairant. Vous parlez de... L'intensification d'usage est en train de devenir une marque de fabrique de l'association France Ville Durable, c'est-à-dire qu'on repère partout les meilleures politiques existantes ou réalisations, qu'il s'agisse du bâti, de l'espace public, des systèmes de transport, des équipements publics, des locaux privés, qui ont déjà leur bilan énergétique, carbone, etc., et qui peuvent être utilisés. On utilise par exemple beaucoup les logiques de chronotopie. Une cantine qui fonctionne le midi dans une collectivité, elle peut servir à autre chose le soir. Elle a déjà été chauffée, elle a déjà son bilan carbone, elle répond à 2 usages et 2 créations de valeur sociétale ou économique. Donc ça, je pense que c'est vraiment une clé extrêmement intéressante. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions ou des réactions à nos 4 intervenants, mais aussi à Madame Claire du SGPE. C'est l'occasion. On va faire circuler des micros et on a, je pense, la possibilité aussi de poser des questions dans le chat. Qui veut se lancer? Monsieur, un micro ici, s'il vous plaît. Alors, merci de vous présenter et de dire à qui s'adresse votre question. Alors, ma question va s'adresser à la préfète, mais j'ai une toute petite question aussi à Dijon. Madame la préfète, moi j'ai trouvé très intéressant cette approche COP, parce qu'elle peut permettre, comment dire, une vision commune à différents échelons, mais elle pose quand même une question, c'est la coordination entre ces échelons. Et comment dire, la réponse possible des échelons inférieurs quand il s'agit de projets qui vont, par exemple un projet régional de transport qui va toucher les niveaux inférieurs, le département ou le PCI. Est-ce qu'ils auront le choix s'ils ne veulent pas le privilégier? À destination de Dijon, vous avez parlé de coûts dans votre proposition, l'évaluation des coûts. Je voulais savoir si c'était un coût net ou un coût du projet.
Parce qu'un projet, par exemple, énergétique, va avoir un coût pour votre collectivité, mais il va vous rapporter aussi, puisqu'il y aura moins de coûts en énergie. Et puis le dernier point, juste, puisque je suis élu à l'urbanisme dans le 4-5, je serais très intéressé de suivre les réflexions menées par la métropole qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'intensification d'usage. On l'attend aussi avec impatience. Merci. Merci. Oui, j'ai essayé de faire rapide tout à l'heure, donc ça a forcément des zones d'ombre. Le choix des projets sur un territoire X est fait par l'ensemble des collectivités ensemble. C'est le travail commun qui dégage une ambition dans chaque case de tout à l'heure, mobilité, industrie, forêt, élevage, etc. Et tout. Et chaque collectivité territoriale dit, moi, je ferai plutôt ça. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Et si une collectivité territoriale, pour une raison X ou Y, ne souhaite pas que le territoire machin fasse il n'a pas de logique différente, il ne peut pas imposer, c'est la vie entre collectivités territoriales et travail en commun sous l'égide de l'État. Dans cet échange-là, vous aurez à chaque fois un représentant de l'État et c'est chaque collectivité, par sa compétence, qui pilote un sujet. Restez là, hein, parce qu'il y aura certainement d'autres questions. Il y avait une question pour Agnès, je crois. Ouais. Oui. Alors, en effet, alors là, je n'ai pas précisé, mais en effet, c'est les coûts d'investissement. On ne prend pas en compte les gains en euros à l'heure actuelle, parce que c'est déjà les coûts d'investissement, c'est assez compliqué à estimer. Ça reste une estimation, hein, bien sûr. On voit, hein, après 2020, les coûts des matériaux ont beaucoup augmenté, forcément, ça bouscule un peu les schémas, mais l'idée, c'est de donner un budget investissement pour voir ce qu'on disait juste à la table ronde, je crois, d'avant, pour voir comment on va pouvoir financer la transition écologique. Mais en effet, on en est uniquement sur un volet investissement à date. Par contre, on touche aussi l'investissement des particuliers, des entreprises et des collectivités. Ce n'est pas exclusivement l'investissement des collectivités. Merci. Je crois qu'on a une question en ligne. Oui, encore une question du chat à Madame Claire. Dans l'outil présenté par le SGPE, nous voyons des quantités, mais pas l'alignement avec les horizons temporels. C'est-à-dire séquencer année par année? Non, c'est... Là, on a vraiment dessiné l'objectif pour 2030, parce qu'on compile à partir de 2019, donc on n'a pas séquencé année 25, moins 10, année 26, etc. C'est vraiment les projets qui vivent, quoi. Je pense que d'ailleurs, si l'État avait fait ça, les collectivités n'auraient peut-être pas été trop d'accord que ce soit l'État qui décide du rythme. Oui. De toute façon. Bon, là, on aurait quand même été dans une grosse louche, quoi, pour mesurer ça. Donc vraiment, c'est l'ambition sur laquelle il faut tendre. C'est vraiment l'idée de savoir où il est cohérent d'aller. Voilà. Merci. D'autres questions, soit en ligne, soit dans la salle, ou des réactions. C'est Judith, je crois, parce que j'ai les spots. Oui, Judith, tu peux lui emmener un micro? Et ça sera la dernière question, m'informe-t-on, parce que je crois qu'il y a un problème de salle après, c'est ça? C'est une question pour Madame Claire. Merci beaucoup de la présentation que vous avez faite des COP qui vont être mises en place pour cette planification territoriale. Il y a un point qui m'échappe, c'est-à-dire je vois très bien l'intérêt que ça va pouvoir avoir comme outil pour partager un diagnostic, partager des priorités pour débattre. Donc ça, je m'imagine bien. Mais ce que j'ai encore du mal à comprendre, c'est comment ça s'articule avec tout ce que les collectivités ont déjà comme plan climat, SRADET, etc. C'est-à-dire, en quoi c'est ni redondant, parce qu'un des risques, ça serait qu'on se réfugie à simplement copier-coller des choses qui existent déjà, et en même temps, comment ça tire vers le haut sans créer des... Enfin voilà, je m'interroge un petit peu là-dessus. C'est encore un peu brouillon dans ma tête. Comment ça peut amener un accélérateur d'action pour les uns et les autres sans faire finalement des nouvelles lignes dans un tableur Excel qui ne dit pas forcément grand-chose du projet de société qu'il y a derrière.
J'ai l'impression que tout le monde est content que vous ayez posé la question. Alors, je vais essayer, mais vraiment, il faut qu'on ait un échange, parce que si je suis... il faut qu'on creuse un peu plus sans dépasser trop le temps. L'idée, c'est vraiment, ça ne se superpose, c'est pas un outil qui en remplace d'autres. C'est-à-dire que les Stradets, ils ont fixé des stratégies. Ces stratégies, elles sont comptabilisées dans le tableur panorama des leviers. Voilà, donc ça, c'est tous les outils Stradet, PCAET qui sont des stratégies rentrent dans le le panorama des leviers. Ce que vous avez contractualisé rentre aussi, et les actions que vous avez faites depuis 2019 et qui sont finies rentrent aussi. Comme ça, l'idée, c'est juste pour arriver, et là, vous savez combien vous avez gagné avec tout ça en gain de CO2. Donc, le débat, il se porte, qu'est-ce que j'accélère, moi, président de département, maire d'une communauté, enfin, président de communauté d'agglo, etc., qu'est-ce que j'accélère dans mes leviers pour être sûr, dans mes compétences, d'arriver à l'objectif du territoire que j'ai sur ma photo, dans lequel je suis acteur. Donc, c'est pour, dans l'échange, avoir l'ambition partagée, c'est se rapprocher de l'ambition par l'échange entre les collectivités qui se disent « Ok, nous on veut faire le véhicule électrique, mais il faut qu'il y en ait qui posent des bornes, d'autres qui fassent les parkings, les troisièmes qui fassent de l'incitation, etc. » et tout. C'est comment on construit toute la chaîne pour porter un projet utile. Je ne sais pas si j'ai été plus claire. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On doit enchaîner. Bon, ben, je vous remercie d'applaudir nos intervenants, intervenantes. C'était de grande qualité. Merci beaucoup.